Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. C'est très important pour moi, d'autant plus que je suis très invisibilisé par YouTube depuis la suppression de ma première chaîne Analyse du Monde il y a 4 ans, et oui déjà. Donc je suis toujours sur liste noire de YouTube, mais bon, c'est comme ça, donc je compte sur vous. Merci à tous pour tout cela. Alors là, dans cette vidéo, trois sujets principaux. Nous allons tout d'abord parler des missiles iraniens, mais aussi des missiles américains. Comment se fait-il que les missiles iraniens arrivent maintenant si bien à frapper Israël et les autres pays du Golfe? Nous allons voir le pourquoi du comment. Nous allons aussi parler des pays qui sont gagnants du fait de la presque fermeture du détroit d'Ormuz. Quels sont les grands gagnants? Les pays, les grands gagnants, nous allons voir cela et quelles vont être les conséquences. Nous parlerons, mais plus à la marge aussi, des pays les plus perdants. Pourquoi j'en parlerai qu'à la marge? Puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois de ces pays qui sont perdants du fait de ce presque, j'insiste, fermeture détroit d'Ormuz. Et dernier sujet, nous allons parler de l'affaire Joe Kent et l'affaire Tulsi Gabbard, qui sont en réalité des affaires très importantes. On n'en a quasiment pas parlé du tout dans les grands médias, alors pas du tout dans les médias français bien évidemment. Dans les journaux internationaux, on en a beaucoup plus parlé et je vais parler de cela parce que en réalité, c'est assez important. Alors, premier sujet, les missiles. Comment se fait-il que les missiles iraniens, là, les grands médias l'admettent, là, en ce moment, frappent si bien Israël et d'autres pays du Golfe, alors que normalement pour Israël, il y a l'Iron Dome, il y a les systèmes Arrow, Arrow 2, Arrow 3, il y a les systèmes Front de David, il y a les systèmes THAAD, les systèmes Aegis, vraiment absolument tout. Évidemment avec les systèmes Patriot, cela va de soi, et là je vous ai fait la liste exhaustive des systèmes antiaériens en Israël, et comme vous l'avez compris pour les connaisseurs tout du moins en armement, quasiment tous ces systèmes sont 100% américains, avec une petite exception, c'est le système Front de David et Arrow, qui sont américano-israéliens. Voilà pour les détails techniques. Alors, comment se fait-il, disais-je? Eh bien, tout simplement parce que au début du conflit États-Unis-Israël contre Iran, eh bien, certes, les Iraniens avaient envoyé beaucoup de missiles, beaucoup de drones, mais là, on va parler vraiment que des missiles et pas des drones. Et les missiles qu'ils avaient envoyés, c'était les moins bien, les bas de gamme, comme l'avait déjà dit d'ailleurs le porte-parole des gardiens de la révolution islamique. Le porte-parole donc avait fait une vidéo, je vous avais montré cette très courte vidéo il y a un moment maintenant de cela, où il avait dit devant les caméras nationales iraniennes que les Américains devaient s'attendre à une montée crescendo de la qualité des missiles iraniens. D'abord, ils allaient taper avec les missiles, disais-je, les moins bien, ceux qu'ils ont de plus nombreux, donc pour faire une grosse frappe d'un coup. Et ensuite, il avait prévenu qu'il utiliserait les meilleurs missiles à la fin. Et oui, il les garde pour la fin, pour les cibles les plus prestigieuses. Alors évidemment aussi, vous avez noté qu'il y a eu de moins en moins de missiles iraniens envoyés sur les pays dits ennemis. Alors pourquoi il y a eu de moins en moins de missiles? Alors moins en moins en 3-4 jours, hein, pas plus. Après, le nombre de missiles s'est stabilisé. Et les derniers jours, là, ces temps-ci, les nombres de missiles iraniens ont même augmenté. Alors pourquoi ça a diminué grandement des premiers jours jusqu'à à peu près 3-4 jours après les premières frappes? Eh bien tout simplement, les Iraniens avaient prévenu aussi, c'était pour qu'ils aient des missiles en nombre sur un long temps. Et oui, donc ils avaient besoin d'un nombre de missiles adéquat en cas de guerre longue, bien entendu. C'est pour ça que le nombre de missiles avait tout d'un coup drastiquement diminué.
Mais je le répète, c'est très important. Là, ces derniers jours, le nombre de missiles n'a cessé d'augmenter. Légèrement, mais en tous les cas, la tendance est là. Donc disais-je, ils utilisent, même peut-on dire maintenant, là des missiles de plus grande qualité, des missiles, là on l'a vu dernièrement, qui sont du type Iskander-M. Alors je prends une référence russe parce que les Iskander-M sont devenus des missiles vedettes depuis la guerre en Ukraine, hein. On n'a pas arrêté d'en parler dans les grands médias. Et le missile Iskander-M russe est le missile vedette justement des Russes. Donc c'est un missile qui n'a pas pu encore être arrêté par n'importe quel missile antimissile ukrainien, entre guillemets, vous m'avez compris. Donc aucun missile patriote n'a jamais pu arrêter un Iskander-M, et les missiles patriotes n'ont pas pu arrêter bien d'autres missiles. Ils n'ont jamais pu arrêter les Iskander-M, ni les Kh-22, de vieux missiles des années 60 russes, ni des Kh-32, qui est le pendant du Kh-22, mais mis à jour par les Russes. Donc tous ces missiles balistiques n'ont pas pu être arrêtés par les Ukrainiens, par les missiles patriotes. Alors quand je dis missiles balistiques, bon, c'est pas exactement les Kh-22 des missiles balistiques, mais bon, je fais très simple pour les non-connaisseurs. Bref, donc, disais-je, les missiles iraniens, eux, là, passent tranquillement. Là, dernièrement, sur Tel Aviv, il n'y a même eu aucun système antiaérien qui a tiré sur les derniers missiles iraniens. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les plus probables, c'est que les missiles iraniens, les derniers missiles iraniens, d'après les experts qui ont vu les images, arrivent à manœuvrer en phase terminale. C'est typique des missiles Iskander-M. Donc on peut supposer que les Russes ont donné la technologie des missiles Iskander-M aux Iraniens. Et d'ailleurs, et ça c'est un secret de polichinelle, on sait que les Russes ont donné leur secret quant à la fabrication des missiles hypersoniques aux Iraniens. Bon, là par contre ce n'est pas un secret. N'oublions pas que les missiles hypersoniques iraniens sont au nombre de deux, dans le sens deux types différents, les Fatah 1 et les Fatah 2. Les Fatah 2 étant une simple amélioration des Fatah 1 quant à la portée qui, d'après certains experts, mais évidemment ce sont des données à prendre avec des pincettes, les Fatah 1 ont une portée d'environ 1500 km et Fatah 2 auraient une portée de 2000 km avec un système anti-brouillage qui aurait été amélioré, un système anti-brouillage électronique de guerre, bien évidemment. Donc il y a le fait, donc première raison, que les missiles iraniens de dernière génération, disais-je, peuvent manœuvrer en phase terminale, ce qui trouble grandement même les meilleurs systèmes antiaériens du style Patriot, THAAD, etc. Et l'autre raison qui est tout à fait probable, même très très probable, j'ai envie de vous dire, le fait que là, dernièrement, sur Tel Aviv, il n'y a même aucun missile qui a été tiré pour arrêter les derniers missiles iraniens, et même scénario pour les missiles iraniens qui sont tombés près de la centrale nucléaire de Dimona ou sur la ville d'Arad, eh bien, c'est le fait que les stocks sont épuisés. Oui, quand vous tirez deux missiles au minimum, je dis bien au minimum, deux missiles antiaériens, donc typiquement des missiles patriotes, parce que c'est ce que les Israéliens ont en plus grand nombre, j'ai envie de vous dire, et bien contre un missile iranien, un seul, un missile iranien de dernière génération, les meilleurs, mais quand même classiques, non hypersoniques, ça vaut entre 400 000 et 500 000 $ pour les Iraniens. On parle des meilleurs, les meilleurs qu'ils ont hors hypersonique, alors qu'un missile antiaérien israélien ou même des pays arabes du Golfe, qui eux ont typiquement des systèmes patriotes et des systèmes THAAD, les Israéliens en grande majorité ont cela aussi, la même chose. Et un missile patriote, au minimum, en prenant le plus mauvais missile patriote, ça vaut 4 millions de $. Le missile patriote PAC-3 MSE, le dernier modèle,
le plus performant vaut presque 7 millions de dollars. Donc un missile Patriot environ 4 à 7 millions de dollars. Un missile THAAD, ça peut valoir entre 13 et 17 millions de dollars. Un seul missile. Donc sachant que la procédure habituelle, c'est d'envoyer 2 missiles antiaériens pour contrer un seul missile iranien, imaginez-vous la facture. La facture explose très vite. Et vous videz vos stocks extrêmement vite aussi. Donc c'est pour ça que rien ne va plus côté américain et israélien, et c'est une des raisons, parmi plusieurs évidemment, mais c'est une des raisons très importantes pour lesquelles Donald Trump certainement a mis de l'eau dans son vin quant au conflit iranien. Hein, là maintenant il s'est beaucoup calmé parce que en gros les pays arabes du Golfe et Israël deviennent tout nus face aux missiles iraniens. Donc tout ça est extrêmement grave côté États-Unis-Israël, bien entendu, et c'est de la meilleure augure pour le côté iranien. Alors il y a donc cette affaire de missiles dont je viens de vous parler, mais il y a aussi l'affaire énergétique. Bon, vous savez tous que là, de manière énergétique, dans le monde, rien ne va plus du fait de ce conflit. Alors, c'est monté crescendo avec la, disais-je, pour ça que j'insiste, la presque fermeture du détroit d'Ormuz. Pourquoi je dis pas la fermeture? Tout simplement parce que les Iraniens laissent passer les bateaux amis. Alors les bateaux amis, c'est principalement, je dis bien principalement, je ne vais pas tous les citer, ce sont les bateaux russes et chinois. Et là, tout dernièrement, les Iraniens viennent d'inventer un nouveau système où ils réclament 2 millions de dollars pour que les bateaux ennemis puissent passer, pour ceux qui veulent bien payer. Alors, c'est une affaire qui doit être confirmée, puisqu'on en a parlé un peu partout dans certains médias internationaux. Est-ce que ça a vraiment été officiellement implémenté par l'Iran? Je ne le sais pas, mais en tous les cas, beaucoup de médias en ont parlé. Bon, c'est une manière comme une autre de faire couler l'argent dans le trésor iranien. Si c'est des navires ennemis pour l'Iran, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais en tous les cas, n'oublions pas surtout le fameux article du Wall Street Journal que je vous avais montré il y a 2 semaines, où le Wall Street Journal disait que l'Iran n'avait jamais autant vendu de pétrole qu'avant le conflit. Donc traduction, ça veut dire que les Iraniens ont vendu plus de pétrole pendant le conflit, au moment où je vous parle, que quand il n'y avait pas le conflit. Alors c'est une information très étonnante du Wall Street Journal, et évidemment je vous avais montré l'article dans une de mes vidéos du samedi il y a 2 semaines. Donc tout ça est très intéressant à savoir. Alors maintenant, quels sont les grands pays gagnants? Car comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas vous parler des pays perdants, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Hein, vous le savez, les pays perdants très très vite, c'est surtout le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande, etc. Bon, on met par ordre d'importance ceux qui souffrent le plus de la presque fermeture du détroit d'Ormuz, principalement, c'est quand même le Japon et la Corée du Sud. Eux, ça leur fait vraiment un très gros problème énergétique. Bon, et après l'Inde, oui, l'Inde bien entendu aussi, mais c'est le Japon et la Corée du Sud qui se prennent le plus violemment le problème énergétique du détroit d'Ormuz. Donc voilà, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir plus en détail. Alors par contre, quels sont les pays vraiment gagnants? Eh bien, il y a 2 pays qui ressortent gagnants. On parle pour le gaz là vendu, parce que au niveau du gaz, on a 2 gagnants très clairs. Nous avons l'Algérie, et évidemment, alors là, il y a beaucoup de pourparlers avec l'Algérie. Là, soudainement, là, l'Algérie devient très importante pour l'Europe. Et avec surtout l'Italie, là, qui est en plein pourparlers avec le président algérien pour augmenter les volumes de gaz.
Mais pas que, hein, l'Algérie, là, est très convoitée par la France et bien d'autres pays européens. Donc l'Algérie qui va en profiter énormément. Et nous avons bien entendu les États-Unis avec leur GNL. Les États-Unis, là, sont en capacité de vente maximale. Là, ils ne peuvent pas vendre plus de GNL qu'ils ne le font maintenant. Et ça pose un problème pour les Américains. Voilà, donc là, ils vont essayer d'augmenter leurs terminaux de GNL, d'après ce que j'ai compris, principalement en Louisiane. Mais bon, c'est une info à confirmer vu que ce sont des projets. Mais en tous les cas, là, les États-Unis, bon, sont très très contents de cette situation. Bien entendu, ils en profitent énormément. D'autant plus que là, concernant cette dépendance au GNL américain, bah, permet là présentement à Donald Trump de faire un chantage à l'Union européenne pour leur dire bah écoutez, vous signez là le nouveau contrat de sanctions que je viens de faire qui a été refusé par la Cour suprême, eh bien je vous le demande de le signer quand même, même si c'est illégal dans mon propre pays. Eh bien, signez, sinon je ne vous vends plus de GNL. Donc vous voyez le chantage américain qui profite du conflit avec l'Iran pour faire un énième chantage à l'Union européenne. Les Américains veulent gagner absolument sur tous les tableaux. Ils sont sans foi ni loi, aucune dignité, aucun honneur. Peu importe, tant qu'ils arrivent à gagner de l'argent, ils piétinent tout cela. Et disais-je, ils n'en ont cure. Ce qui compte, c'est que l'argent rentre à tout prix. On veut bien les comprendre, hein. Cette guerre coûte tant d'argent. Je vous rappelle que là, les États-Unis ont demandé une rallonge de 200 milliards de dollars pour continuer la guerre dans le conflit iranien. Et il y a 2 semaines à peu près, ils avaient demandé au Congrès 50 milliards. On passe de 50 milliards à 200 milliards. Ce qui est d'ailleurs un mauvais signe. Parce que ça veut dire que les États-Unis ont le projet d'une guerre longue avec l'Iran, c'est-à-dire de ne rien lâcher avec l'Iran, s'ils demandent autant d'argent. Ça, c'est un signe quand même très très fort. Alors évidemment, si le Congrès refuse platement, bah, tous les projets de Donald Trump de guerre longue avec l'Iran, ou même de mettre des troupes au sol, bah, tout ça tombe à l'eau. Nous verrons bien. Là, ça change tellement avec Donald Trump. Ça se trouve, là, dans 1 heure, il va dire qu'il veut faire la paix avec l'Iran et qu'il veut faire un énorme marché pétrolier avec l'Iran, qui veut devenir le meilleur ami du nouvel ayatollah Khamenei. Avec Trump, tout est possible. Donc, évidemment, on ne peut qu'essayer de suivre, hein, Donald Trump. Bref, donc il y a cette affaire-là, donc où disais-je, l'Algérie et les États-Unis sont les grands gagnants. Alors à la marge, on a la Russie qui est une grande gagnante aussi, mais là, ça concerne plutôt le prix du pétrole. Voilà, donc évidemment, ils vendent beaucoup plus de pétrole à l'Inde et à la Chine, et à un prix premium cette fois, donc ça a été confirmé il y a un moment de cela, c'est terminé les ventes de pétrole au rabais à l'Inde et à la Chine. Maintenant, ils vendent au prix premium. Alors, j'ai eu confirmation d'une vente au prix premium à l'Inde. À la Chine, ça demande à être confirmé. Mais en tous les cas, le prix du pétrole que vend la Russie à la Chine a bien été augmenté, ça c'est certain. Alors voilà pour le pétrole et en dernier lieu l'affaire Joe Kent et l'affaire Tulsi Gabbard. Alors pourquoi je voulais vous parler de cette affaire Joe Kent? Parce qu'aux États-Unis elle a été vraiment retentissante. Très peu en Europe, tout du moins on peut dire pas du tout en France, mais elle a été très retentissante aux États-Unis. Joe Kent, qui était le directeur du contre-terrorisme américain et qui s'occupait d'évaluer le danger de l'Iran pour les États-Unis, a donné sa démission il y a quelque temps et il l'a fait publiquement en disant que l'Iran ne représentait absolument aucun danger pour les États-Unis, aucune menace imminente, et il s'était en plus appuyé du dossier qui avait été montré au Sénat, au Congrès américain et rendu public par Tulsi Gabbard, hein, qui est son chef. Tulsi Gabbard était
son chef, et Tulsi Gabbard, l'année dernière, avait dit que suivant tous les renseignements qu'elle avait eus, eh bien, l'Iran non seulement ne préparait aucune arme nucléaire, mais n'avait aucune infrastructure militaire pour créer une arme nucléaire. Voilà, donc, l'Iran ne représentait absolument aucune menace imminente pour les États-Unis. Ça, c'était le rapport officiel de Tulsi Gabbard. Entre-temps, disais-je, Joe Kent a démissionné, il a dit au monde entier, et même chez Tucker Carlson, que non, l'Iran n'avait jamais représenté une menace pour les États-Unis, que oui, l'Iran avait fait une fatwa officielle et que les services de renseignement américains avaient bien confirmé que cette fatwa était parfaitement appliquée par les différents ayatollahs depuis qu'il y a des ayatollahs, hein, depuis Khomeini en 1979. Donc tout ça avait été confirmé par, je rappelle, la personne qui était censée étudier la dangerosité de l'Iran. C'était son métier à ce directeur-là, et c'est lui qui donnait les rapports à Tulsi Gabbard, hein, n'oublions pas. Et donc, Tulsi Gabbard, elle a été auditionnée au Sénat américain, elle a été inquisitionnée même, et elle a pris cher. Elle a pris cher. Parce qu'au Sénat américain, évidemment, on lui a demandé quelle est la vraie dangerosité de l'Iran, et elle s'est complètement défaussée. Elle s'est défaussée complètement sur Donald Trump. Les sénateurs lui ont dit, mais vous avez bien dit dans votre rapport officiel que l'Iran ne représentait aucun danger, et elle, au lieu de dire oui ou non, elle n'a jamais voulu répondre, elle a toujours esquivé les questions, et elle a répondu à chaque fois, cela ne m'incombe pas de juger de la dangerosité de l'Iran, c'est pas moi qui décide, c'est Donald Trump. Évidemment, elle a été tout de suite remise en place en disant que justement, c'était la base de son métier, le b.a.-ba de son métier, de dire au président quelle est la dangerosité de l'Iran, c'est quand même pas au président d'évaluer le danger. Et bien contre tout bon sens, et c'était sa seule défense, elle a choisi de réitérer, de dire que non, c'était Donald Trump qui devait décider, le président, et non pas elle. Contre tout bon sens, contre toute logique, évidemment. Mais elle est restée sur cette position, elle a voulu défendre plus ou moins Donald Trump, mais elle n'a pas voulu se dédire non plus en disant que ses rapports précédents étaient faux, parce que évidemment, si elle avait dit que oui, ces rapports étaient vrais, etc., si elle avait dit cela lors du conseil au Sénat, conseil sénatorial, eh bien ça aura été un scandale bien évidemment. Donc elle a esquivé les questions, elle a répondu à côté à chaque fois, et même elle a répondu finalement par une absurdité finale en disant que c'était Donald Trump le seul à même à pouvoir juger si l'Iran était une menace ou non. Réponse complètement ridicule, mais c'est la seule manière de Tulsi Gabbard de conserver son poste. Donc elle a quand même dit ça. C'est un peu dommage, on aurait tous espéré qu'elle fasse comme Joe Kent. Joe Kent qui a eu beaucoup de courage et qui a été extrêmement digne en démissionnant et en dénonçant ce fait-là, en dénonçant Donald Trump, en dénonçant le gouvernement de Trump, hein, qui est un gouvernement de va-t-en-guerre. Donc tout ça a été extrêmement courageux de la part de Joe Kent. Ça a fait un énorme scandale, disais-je, aux États-Unis, mais aussi le fait que Tulsi Gabbard ait été cuisiné lors de l'audit sénatorial. Ça a fait un énorme scandale aux États-Unis, et je vous en parle ici parce que ça a été complètement tu dans l'Union européenne et particulièrement en France. C'est pour ça que j'insiste lourdement. Là, les Américains sont très au courant de la vraie menace iranienne. Ils savent très bien que l'Iran ne représente aucune menace. C'est pour ça que lors d'un sondage américain qui a été fait récemment, seulement 7% des Américains pensent que l'Iran était une menace imminente pour les États-Unis. C'est très très intéressant puisqu'il y a quelques temps de cela, 27% des Américains pensaient que c'était une menace imminente. Donc on est passé de 27 à 7. Très intéressant à noter.
Et voilà, j'arrête là. Je voulais vous dire tout cela parce que c'est des informations très intéressantes qu'il faut garder en tête pour mieux comprendre le conflit iranien, le pourquoi du comment. Voilà, et j'en termine là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement aussi. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.